Voilà, et bien, ce que je vous propose, c'est un petit film comme d'habitude pour ouvrir la prochaine, conférence, intervention de Carlos Moreno qui va nous donner un peu ta vision dans le monde de ce qui se passe. Allez, on va voyager. Ça fait quoi? Ça fait 5 jours déjà qu'on est ensemble pour ces assises exceptionnelles. Eh ben, je peux te dire qu'on en a balancé des infos, hein. On a balancé des idées, la livraison de courses en drone, les téléphériques qui passent dans les centres-villes, les marchés qui se mettent au numérique, imagine. Puis alors, sans parler de certains maires qui se prennent pour Picasso, là, qui repeignent eux-mêmes leurs pavés pour embellir la ville. Soit dit en passant, moi je trouve cette idée mais géniale. Mais je peux te dire que ça a dû jaser, hein. Ouh là si. Tu sais, tu balances une même info, que tu viennes du nord, du sud, de gauche, de droite, je te parle même pas du centre, chacun va y aller de son analyse, hein. Chacun y mettra son point de vue et même son petit grain de sel, hein. Mais attends, imagine, maintenant les habitants font du bénévolat auprès des commerçants. Non mais c'est quand même fantastique. Dieu sait que j'adore la solidarité, donc moi je suis à fond sur cette idée. Bon, écoute, je te propose d'écouter la dernière conférence parce qu'à mon avis, on va aussi avoir quelques tuyaux. On en reparle après. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Carlos. Bonjour. Alors, c'est à vous qui reste l'honneur de nous, de finir ces assises nationales du centre-ville en nous disant un peu ce qui se passe dans le monde, comment on peut imaginer les choses. Et c'est vrai qu'on a vécu les uns les autres cette crise sanitaire incroyable, n'est pas comparable à une autre crise sanitaire et c'est très important que vous nous donniez le regard de ce qui se passe dans le monde. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation et je salue les amis que j'ai pu apercevoir tout à l'heure. Je suis rentré de Bordeaux. C'était à Bordeaux où les maires justement ont lancé les programmes de la ville des quarts d'heure et en arrivant donc à 16 heures, en me connectant, je salue les amis qui s'exprimaient. J'ai entendu des choses fort intéressantes qui font tout de suite la liaison par rapport à ce que je veux vous partager. Donc, merci pour l'invitation, Pierre. Et c'est un honneur et un plaisir de clôturer avec donc ma conférence, vos travaux riches en idées et en partage d'expériences. Je vais partager mon écran puisque je vous ai préparé, comme Pierre l'a dit, un petit voyage autour du monde, en image, peut-être pas un son, parce que donc on peut pas l'avoir, mais tout au moins en image. Et donc, merci pour votre présence. Et je vais partager l'écran tout de suite. Donc, ça sera maintenant. Vous me dites, Pierre, si vous voyez mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Impeccable. Parfait. Voilà, donc on a bien travaillé, on avait préparé la technique, donc on peut y aller. Eh bien, donc je suis ravi d'être au 15e Assise nationale du centre-ville, pour le renouveau, dans un contexte effectivement très particulier, hein, puisque nous sommes toujours en phase des sorties cette pandémie, hein, qui nous empêche d'ailleurs de nous voir et d'étranquer tout à l'heure. Donc, par visioconférence, nous échangeons et je vais m'adresser à vous pour dresser un tableau international à la lumière des derniers événements sur ce qui se passe avec la Covid-19 autour de concepts de transition, plutôt de mutation, qui touchent donc nos villes et nos territoires. Et je l'ai fait au titre donc de mon action comme directeur scientifique de la chaire ETI, que certains parmi vous connaissent, de l'IAE de Paris, Université et Panthéon-Sorbonne, qui porte les travaux qui sont les miens sur donc ces nouveaux paradigmes.
Et je l'ai dit souvent quand j'ai l'occasion de m'adresser à tout l'écosystème urbain et territorial, et encore plus aujourd'hui en période de pandémie. La vraie question que nous avons aujourd'hui à nous poser, mais qui date il y a longtemps en fait, c'est dans quelle ville nous voulons vivre. C'est là où les choses commencent, où c'est gâte, où s'améliore. C'est une question très fondamentale qui concerne aussi bien les gouvernances locales, ou ceux qui souhaitent le devenir, qui concerne l'écosystème donc économique, l'écosystème social et politique, et donc les citoyens qui sont présents dans un territoire qui est partagé, que ce soit quelle que soit la taille de la ville. Donc, nous avons devant nous, dans le monde entier, effectivement, plusieurs manières de vivre. En haut à gauche, donc dans ces villes trépidantes, très minérales, totalement dévouées aux voitures, on voit cette minéralité, on voit même la malbouffe avec les grands thèmes dont je ne ferai pas plus de commentaires, mais on voit également à droite la ligne du RER à Paris, 1,2 million personnes qui les traversent, et donc tous les jours pour aller rejoindre de l'est à l'ouest, ou alors en bas à gauche les grands centres commerciaux, les malls, qui drainent une certaine manière de vivre avant tout, puisque ça représente un mode de consommation, mais également un mode de production. Donc finalement, dans ces trois éléments-là, on voit des choix qui ont été forgés au cours des longues années, puisque ça a été long de construire et bâtir des villes qui sont donc avec cette minéralité, avec ces attroupements, avec ces grands centres commerciaux. Et aujourd'hui, voyons en bas à droite, donc la ville de Milano, qui est la capitale de la Lombardie, poumon économique de l'Italie, est profondément perturbée et totalement secouée par ce qui vient de se passer, une ville qui est encore sous les chocs, sous la sidération, et qui peine à s'y remettre, et qui est en train de prendre des mesures très radicales pour donc passer à la période de coexistence avec la Covid-19, manque de dire post-pandémique, puisque c'est plutôt une coexistence que nous allons avoir pendant un certain temps. Donc aujourd'hui, quand nous nous posons cette question dans quelle ville nous voulons vivre, il est impossible de répondre à cette question-là si on n'en a pas de manière assez claire entre nous quels sont les enjeux de nos villes, quels sont des enjeux systémiques, quels sont des enjeux planétaires. Et je remercie Pierre de m'avoir proposé cette intervention pour dresser un tableau planétaire, parce que aujourd'hui les villes sont totalement donc en interaction à travers le monde. On ne peut pas imaginer Paris sans Londres, sans Milan, sans Francfort, mais c'est aussi vrai pour Bordeaux, pour Toulouse, pour Nantes, pour Brest et pour chacun de nos territoires. Et donc les enjeux de nos villes, on ne peut pas les analyser aujourd'hui autrement que au travers des objectifs du millénium, les objectifs du développement durable qui ont été fixés par l'ONU et comme élément majeur, comme boussole à développer. Et donc ces objectifs de développement durable, ils concernent bien sûr tout d'abord l'enjeu climatique, qui est l'objectif numéro 13. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes face à donc une grosse menace pour nos vies, pour la survie même de notre civilisation à la fin de ce siècle, si on continue à laisser le climat donc s'est dégradé. Nous étions sur les accords de Paris en 2015 à une hypothèse de 1,5 degrés. Nous savons aujourd'hui que c'est impossible, que nous serons au mieux entre 1,5 et 3, et que cela nous perturbe déjà terriblement. Bien sûr, les villes et les territoires durables font partie des ODD, et notamment le numéro 11, pour des villes plus humaines, plus résilientes et plus sûres. C'est ça les dénominations donc de cet ODD. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur un objectif donc de développement urbain et territorial sans tenir en compte cette notion de menace climatique qui aujourd'hui, et de manière très concrète, signifie neutralité carbone à l'horizon 2050, et donc les 10 années qui sont devant nous,
pour diminuer les 45% de nos émissions de CO2. C'est une feuille de route incontournable. Ceci signifie qu'il faut s'interroger effectivement sur ce que ça signifie une ville et un territoire durable. Nous savons, et les professeurs Mohamed Younous, avec qui nous travaillons très étroitement, un grand ami qui est prix Nobel, il a écrit un livre en 000 et qui dit 000, c'est zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion. Et en fait, c'est la définition effectivement du développement durable. Le développement durable, on ne peut le voir que dans la convergence des 3 éléments majeurs. Bien sûr, l'écologie, donc le rapport avec la nature, le rapport avec les ressources et la biodiversité, et les rapports avec l'environnement, donc qui est très malmené par nous tous humains qui, en plus, vivons dans des villes. Dans cette période qu'on appelle donc l'Anthropocène, un terme qui a été forgé depuis la fin des années 90 par les prix Nobel Paul Jacob Kreutzer, et qui disait donc que l'homme est en train, par son activité de production et de consommation, d'abîmer l'environnement dans lequel nous vivons. Mais l'écologie, effectivement, est un élément majeur dans la dégradation de l'Anthropocène, mais c'est l'une des composantes du développement durable, notamment quand on parle des villes et territoires, parce qu'il y a 2 autres composantes qui sont indissociables du développement durable, qui est finalement la convergence de ces défis écologiques, d'un défi économique, pour développer donc aujourd'hui dans les villes donc des capacités de création de valeur, parce qu'aujourd'hui dans un monde urbain à 54%, 77% en Europe d'urbain, 80% en Amérique latine. Je suis né en Colombie et quand je suis parti il y a 40 ans de la Colombie, il y en avait 70% des ruraux et aujourd'hui il y a 80% d'urbains. C'est le continent le plus urbanisé au monde. C'est même plus un continent des pays, c'est un réseau des villes. Le PIB est produit essentiellement donc pour une quarantaine donc de capitales de l'Amérique du Sud pour ce continent. Donc le défi économique effectivement se trouve au cœur parce que cette création de valeur est indispensable, mais dans cette création de valeur, on a également la création de la pauvreté, effectivement, qui s'écoule partout le monde également. Et bien sûr, l'impact social de nos activités urbaines et territoriales est un élément majeur, puisque nous assistons également, et on le voit aujourd'hui partout dans le monde, à des tensions sociales très très fortes. On le voit dans la première puissance mondiale, au moins jusqu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, totalement donc secoués par ce qui se passe aujourd'hui. On leur cru revenir aux années des pasteurs Martin Luther King, donc avec les racismes et toutes les violences qui se produisent aujourd'hui. Donc les impacts sociaux sont un élément majeur. Donc on ne peut voir aujourd'hui dans le monde, au niveau planétaire, le développement durable urbain et territorial que dans la convergence écologique, économique et sociale. Et donc ce triple croisement, l'écologie avec l'économie, c'est donc bâtir des villes et territoires viables. Les croisements entre l'économie et le social, c'est bâtir des villes et territoires équitables. Et les croisements entre l'écologie et le social, c'est bâtir des villes et des territoires vivables. Et donc, pour moi, c'est là où aujourd'hui, où nous avons un énorme défi. Les images que vous voyez là, si vous les voyez, vous n'avez pas les sons, mais vous avez les images. Vous voyez, ces images ont été tournées hier. Pas plus tard qu'hier, c'est donc à Ajaccio, et vous voyez donc que les voitures emportaient des flots d'eau, des trombes d'eau qui sont tombés, qui ont complètement inondé dans des situations et complètement chaotiques, que nous montrent que la menace donc planétaire concernant le climat, concernant les événements climatiques extrêmes, sont aujourd'hui présents chez nous. Ce n'est pas uniquement des images qu'on voyait autrefois avec la mousson en Inde ou les typhons donc au Vietnam, que j'ai eu l'occasion d'étudier et de voir sur place. Mais là, aujourd'hui, donc, c'est pas plus tard qu'hier chez nous. Et donc, c'est lié, effectivement, à ces dérèglements donc, climatiques qui se produisent et que nous devons aujourd'hui prendre en compte dans chacune de nos actions. Ceci est donc un élément majeur. Nous avons ici des images également tournées sur les problématiques économiques. Nous sommes aujourd'hui dans une période de la Covid qui fait trembler la base économique des États.
Mais la base économique des États, c'est la base économique des villes et des territoires. Le PIB est construit essentiellement dans les villes et territoires. Je parle des produits urbains bruts ou des produits territoriaux bruts, parce que c'est la création de valeur qui est produite à l'échelle urbaine. Et vous voyez donc cette image qui a été tournée donc il y a 3 jours à Rome, à la Piazza dei Popolo, qui est donc une manifestation de voyagistes qui protestent, qui demandent de l'aide parce qu'il n'y a plus de tourisme. Et donc c'est une des sources économiques, donc le tourisme qui est très contesté, comme vous le savez, à Barcelone, à Paris, dans beaucoup de lieux, parce que ça inonde donc nos villes des gens de passage qui siphonnent l'immobilier avec Airbnb. Mais vous voyez donc les enjeux aujourd'hui, comment ils sont totalement donc bouleversés par ce qui nous arrive. Et bien sûr, donc l'enjeu social. Ces images ont été tournées hier à Beyrouth. Et c'est donc une des villes du monde. Donc Beyrouth, c'est une grande capitale des Moyen-Orient. Et vous voyez donc les images de la banque nationale donc libanaise qui a été brûlée dans le cadre de manifestations liées à la crise sociale engendrée par la Covid. Et ces images que vous voyez là, que ça soit sur le plan d'écologie en Ajaccio, que ce soit sur le plan de l'économie avec la manifestation à Rome ou sur le plan social tourné à Beyrouth, vous les retrouvez aujourd'hui un peu partout dans le monde et ça nous oblige à nous dire que nous devons être très vigilants sur comment vous, acteurs de villes et des territoires, pouvez anticiper les mutations, les tensions et les ruptures. Et la ville de demain, les territoires de demain, malheureusement, il ne se construit pas demain, ou heureusement, il s'est construit aujourd'hui. C'est aujourd'hui, avant qu'il ne soit pas trop tard, avant d'être en froid aux dérives effectivement climatiques, aux dérives d'une économie qui nous plonge dans de la crise, ou des dérives sociétales par rapport aux tensions. Les images que vous voyez là, elles nous sont familières, puisqu'on a les opérations villes mortes pour protester contre donc la perte des vitalités des centres-villes. Mais l'image que vous connaissez très très bien en haut à droite, c'est cette image qu'on voit partout dans le monde. Donc ces périphéries qui ont été construites sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, qui ont complètement désincarné les centres-villes, déshumanisé les centres-villes, cassé le modèle économique de la vitalité urbaine. Et en bas, donc, vous voyez des images, des photos que j'ai prises à divers donc, endroits du monde, et en Espagne, donc, et Pontevedra, dont je parlerai tout à l'heure, et en Amérique latine, et qui concernent donc la manière comme les nouveaux modèles de services, les nouveaux modèles économiques, passe aujourd'hui par l'appropriation de l'espace public, passe aussi par la proximité, passe par la régénération, non pas des centres-villes, mais des nouvelles fermetures urbaines. Et ça, c'est un message très fort que je voudrais vous passer. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le cœur de l'anticipation des mutations urbaines et territoriales puisse s'aligner strictement sur ce qu'on appelle les centres-villes. Nous devons redéfinir ces notions de centre-ville. Je propose donc dans mes travaux de recherche cette notion d'armature urbaine et d'armature territoriale qui est beaucoup plus large que les centres-villes, puisque la complexité urbaine et territoriale fait que nous devons raisonner au-delà des kilomètres ou des mètres carrés qui représentent donc la centralité que nous avons connue jusqu'aujourd'hui. C'est flagrant quand on voit des mouvements que j'ai beaucoup analysés, donc les Gilets jaunes, qui sont donc un élément important. Quand on les analyse de manière froide et objective, on les décote, les extrémismes, la violence et les comportements donc anti-républicains. Mais ça représente une souffrance d'une territorialité dans laquelle il y a une très forte tension entre les centralités urbaines liées à la fonction sociale travail, complètement déconnectée donc au niveau spatial de la fonction sociale habitat, et dont la seule jonction possible est en général une mobilité individuelle par voiture, et pour lesquelles, avec la taxe carbone, on a assisté à cet incendie que nous connaissons tous,
mais qui en fait montre le fait qu'on a déterritorialisé la spatialité des fonctions sociales urbaines qui ont divergé entre elles, puisqu'on travaille très loin de l'endroit où on habite et que les services publics étant donc en souffrance, et ça crée donc cette notion de non-appartenance à un territoire. Et ce qui pose aujourd'hui une grosse difficulté pour pouvoir analyser vraiment c'est quoi vivre dans la ville, c'est quoi vivre dans un territoire. À quel territoire j'appartiens? À quelle ville j'appartiens? Quelle est mon histoire? Quelle est l'histoire qui me lie avec cette ville? Quelle est l'histoire qui me lie avec ce territoire? Puisqu'on ne peut pas imaginer notre futur si on n'a pas réussi à comprendre l'ADN qui nous lie, nous, urbains et territoriaux, à l'endroit où nous sommes, pour qu'on soit en synergie avec donc une capacité de comprendre qu'il y a des changements et qu'alors nous devons nous adapter. Et c'est la plus grosse difficulté. On le voit, y compris dans les grandes capitales, quand on veut changer les paradigmes par rapport à la ville décarbonée, quand on veut limiter la circulation en voiture, quand on veut la réduire, quand on veut supprimer le diesel pour des raisons sanitaires dans certaines configurations. Une difficulté majeure parce qu'on a du mal à comprendre aussi notre histoire, qui nous sommes et comment on voit notre futur. Parce que et finalement, la grosse difficulté qui se présente à nous, un peu partout dans le monde, c'est pouvoir penser le changement et non plus continuer à changer les pensements comme on a l'habitude de faire, parce que ça nous met donc ces manières de faire au coup par coup et face à des impasses aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de manières de faire la ville. Il y a beaucoup de manières de faire la ville au travers le monde, quelle que soit la taille de la ville. De la toute petite ville jusqu'à la grande mégalopole chinoise qu'on appelle même plus des mégalopoles, maintenant on les appelle des hyperrégions. Que ça soit au travers des villes qui ont eu beaucoup d'histoires, même des histoires millénaires, jusqu'à des villes plus récentes qui sont modernisées. La vraie question qui se pose, c'est par rapport à mon travail d'expert en travaillant sur les 5 continents, a été comment on incarne la ville, au travers de quel récit. On ne peut pas demander à nos concitoyens de changer nos modes de vie, même de manière radicale, sans leur fournir un récit de ce que leur vie a été, de ce qu'elle est aujourd'hui, pour qu'ils puissent accepter comment elle sera demain. C'est pour ça que, par rapport au centre-ville, souvent est au cœur de racines de la ville, dans des configurations extrêmement différentes, comme on a pu le voir, quelle qu'elle soit la ville, et il faut aller à ces racines de la ville, trouver ce qui fait l'identité urbaine, l'identité territoriale. Mais il faut que nous soyons convaincus également que la ville et les territoires sont des systèmes. Il y a une très grande complexité. Ce sont des lieux dans lesquels on a des espaces de vie qui concernent en fait beaucoup d'interdépendances des infrastructures, des services, des usages, des secteurs publics, des secteurs privés, des secteurs économiques, des acteurs sociaux, des individus, des familles et des tranches de vie de chacun de nous. Et moi, je l'ai dit souvent, donc notamment en Europe, en Amérique latine, c'est beaucoup plus simple à faire passer ces messages, en Afrique encore plus, mais en Europe, on a beaucoup de mal à faire comprendre souvent ces 3 choses que vous voyez là par rapport à la définition de la ville. Je l'ai dit depuis des années, la pandémie aujourd'hui, elle nous aide beaucoup à faire passer ces messages, parce que depuis longtemps on dit, il y a 3 choses majeures dans une ville qu'il faut comprendre pour pouvoir adapter nos politiques aux mutations indispensables. La première, c'est que la ville et les territoires, elle a été, le reste, elles le seront toujours incomplètes. Elle ne sera jamais finie. Elle est en perpétuelle évolution-adaptation. Qui veut une ville complète, il se trompe donc de chemin. Il n'y a pas de ville parfaite. Il y a toujours des choses qui n'iront pas. L'important, c'est minimiser ce qui ne va pas et les rendre de telle sorte qu'on continue à vivre
malgré les imperfections. Mais on n'a pas la ville idéale, parfaite. Ça sera toujours des éléments sur lesquels il faudra en permanence être donc sur le qui-vive, parce que c'est un travail de longue haleine et ça sera toujours en quelque sorte même parfois peu satisfaisant, parce qu'on est toujours confronté à cette imperfection où on voit davantage les défauts que les réussites. Et le troisième élément, et avec la pandémie et la Covid, donc on a pu montrer son importance, l'impermanence, qui signifie la fragilité de la ville. Je l'ai écrit souvent depuis de longues années. En rien suffit pour dérégler nos vies urbaines et territoriales. On le voit aujourd'hui, en fait on ne le voit même pas, parce que c'est invisible, 130 nanomètres. Il s'appelle donc le Covid-19, et c'est 130 mm invisible à l'œil nu, donc 50 fois plus petit que la taille d'un cheveu, a arrêté totalement, dans le monde entier, les vies urbaines, les vies territoriales, la création de valeurs économiques, la création de valeurs sociales. On est sous cloche. Un tiers de l'humanité, presque la moitié, était en même temps donc confinés. Et aujourd'hui, nous sommes en France, ça commence à aller mieux. Mais si vous étiez en Amérique latine ou si vous étiez en Afrique, ils sont aujourd'hui là où nous étions au mois de mars, et donc certainement pire. Parce que donc cette impermanence fait partie de nos modes de vie. C'est pour ça que quand on voyage à travers le monde et qu'on voit l'impact donc de la vie territoriale, on a besoin de se décentrer. On a besoin donc d'imaginer comment nous pouvons finalement nous adapter à des contextes qui évoluent face aux menaces dans lesquelles nous vivons. Et en fait, c'est la vraie intelligence. Je l'ai dit aussi souvent, donc venant de ce concept de ville intelligente, la vraie intelligence, c'est l'adaptation. Et quand vous voyez donc des photos comme celles que j'ai prises à Abidjan, et que nous parlons de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles d'usage et de nouveaux modèles de services, et que je vous demande de décrire ce qui est en train de se passer sur cette photo, je suis en train de vous parler du pays au monde, de la ville au monde, dans lesquelles les drones sont développés depuis 10 ans, avec un rôle social extrêmement puissant, et pour lequel il y a des vraies avancées technologiques, des vraies avancées sociétales. Donc, c'est le Rwanda, c'est Kigali. Et donc, ça fait 10 ans que à Kigali, les drones tournent pour amener des plaquettes, des transfusions sanguines. Et donc, c'est un lieu avec un très fort développement technologique, et qui pourrait imaginer que le Rwanda, connu donc par la triste donc situation génocidaire qui s'est produite, représente aujourd'hui, avec Kigali, l'une des villes au monde les plus belles, on dirait Genève, une des villes dans lesquelles cette interdépendance écologique, économique et sociale est en rendez-vous, la nature est présente. Il y a donc une journée qui s'appelle, dans un mot très précis de la langue donc rwandaise, et la journée des contributions pour embellir la nature, et qui aujourd'hui signifie donc une fierté pour ceux qui habitent là, parce que c'est une manière de créer un lien fort entre le citoyen et son territoire. Voyons le contraste qu'on peut retrouver dans des continents et dans des pays et dans des lieux qui sont très avancés socialement et économiquement. Cette photo que vous voyez là, je l'ai prise moi-même le 4 juillet, donc en 2016. Je l'ai prise à Aubervilliers, au 4 chemins, dans un des lieux les plus pauvres de France, donc le 93 de la Seine-Saint-Denis, qui représente la faillite de l'urbanisme des années 60. Ce que vous voyez là, ce n'est pas 3 générations qui prennent des frais quand il fait 40 degrés, donc comme c'était le cas ces jours-là, mais ça représente donc cette densité minérale, cette concentration humaine, donc dans un territoire qui était désindustrialisé et pour lequel finalement on s'est installé dans une grande pauvreté culturelle, économique, et qui représente aujourd'hui quelque chose que vous voyez dans tous vos territoires.
La même photo, je l'ai prise à Roubaix, je l'ai prise à Toulouse au Mirail, je l'ai prise dans les banlieues bordelaises. Parce que c'est les parkings qui sont liés à cet urbanisme donc minéral des années 60, qui sont cassés, donc la borne d'incendie, pour faire ce qu'on appelle donc les piscines verticales, et que vous voyez là, et qui servent donc au rafraîchissement et qui deviennent la première source d'incivilité les premiers jours donc de l'été. Vous voyez comment il est important de se décentrer pour comprendre en fait comment il est indispensable pour la renaissance des centres-villes, pour le maintien des centres-villes, de s'interroger d'abord sur quel est le récit urbain que nous voulons avoir. Donc ça c'est la ville d'Angers, où je salue s'ils sont là, et avec donc cette notion d'espace public pris dans une histoire, pris dans un récit, dans lequel l'art joue un rôle, à l'occurrence donc au sein chorale, pour créer ces sentiments d'appartenance à un lieu. La difficulté que nous avons, c'est celle de sortir de l'anonymat urbain, de sortir de la ville anxiogène qui nous a plongés dans une course dans laquelle on a perdu la notion de qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons dans ces territoires, qu'est-ce que nous partageons et qu'est-ce que nous partageons et avec qui. Et donc, entre l'anonymat urbain et la déconnexion sociale liée à l'hyperconnexion technologique, nous avons aujourd'hui un décalage sur la qualité des vies urbaines qui rend beaucoup de messages inaudibles par beaucoup de citoyens. Il faut donc comprendre quand on voit cette photo que ce qui est en train de se passer autour de toutes ces personnes-là est un événement qui leur échappe. Ils ne voient pas la vie ni la ville avec leur cœur. Ils voient la vie et la ville au travers la lentille de leurs appareils téléphoniques. Ils ne sont pas là pour prendre donc avec le cœur une notion d'appartenance à la ville. Ils sont là pour prendre une photo qu'ils vont mettre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, pour dire « j'ai été là ». Et donc, continuer à faire cultiver des amis virtuels qu'on n'en a jamais vus, peut-être qu'on ne verra jamais, mais dont on est très fier de compter qu'on est passé des 22 à 56 ou des 56 à 150. Et exemple typique de cette déconnexion sociale produite par l'hyperconnexion technologique que j'appelle donc les zombies geeks. Parce qu'on voit que par le monde entier, il y a cette gayification, donc les geeks sont présents quel qu'elle soit l'âge, on est toujours attaché à sa prothèse numérique, mais qui nous empêche de voir le monde et qui nous met dans cette notion de zombie, qui s'est traduit par d'ailleurs la création des bulles dans lesquelles on a des amis virtuels qui finalement génèrent, et on le voit aujourd'hui avec l'univers des fake news et des bulles, et donc des informations qui ne font qu'alimenter nos convictions ou alors ce que nous croyons être vrai, avec les résultats dramatiques qu'on en voit parfois dans la déconnexion entre les citoyens et son territoire. Donc aujourd'hui, face au changement climatique, aujourd'hui face à cette hypertechnologie qui nous déconnecte socialement, aujourd'hui face à la menace économique et à la menace sociale, tous les territoires dans le monde entier sont traversés par cette réflexion. J'aime beaucoup cette sculpture qui est à Berlin depuis 2011, faite par un sculpteur de la ville de Pontevedra, donc en Galicie, en Espagne, dont je parlerai tout à l'heure, et parce qu'elle reflète bien cette situation qui se passe aujourd'hui dans la planète où nous n'arrêtons pas de discuter sur quelle sera la meilleure politique, et finalement le changement climatique est là, donc les échéances s'approchent, nous sommes de plus en plus en difficulté, et pour l'instant on ne voit pas encore donc la lumière au bout du tunnel, quoique. Et donc, c'est les messages également d'optimisme, puisque, et ça a été dit tout à l'heure avant que je prenne la parole, ce n'est plus aujourd'hui les États qui sont source d'espoir. Quand on voit que les accords de Paris de 2015 se sont traduits par le retrait des États-Unis d'Amérique
du Brésil, de l'Australie, ne parlons pas de la mauvaise volonté de la Russie, les grosses difficultés qu'ont les États à s'accorder, les difficultés même économiques aujourd'hui qui font qu'ils ne tiennent pas leurs engagements. Au même moment, en 2015, où il y a eu les accords de Paris entre les États, il y a eu la réunion du C40, les réseaux de villes pour les changements climatiques, dont la présidente était à ce moment-là la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, avec donc Monsieur Bloomberg, Michael Bloomberg, ex-maire de New York. Et c'est les maires, avec les sommets 1000 maires pour le climat, qui ont pris à cœur de développer une feuille de route pour aller vers une ville décarbonée, pour réduire en 10 ans de manière radicale les émissions de CO2. Et c'est aujourd'hui les grands défis donc, qui a été relevé et pour lesquels on a mis en valeur partout dans le monde, dans les villes et territoires, les maires, les gouvernances locales, les gouvernances métropolitaines. J'ai l'honneur et le plaisir de travailler avec les C40. Dans ces temps de pandémie, j'ai donné plusieurs conférences au niveau de maires du monde, l'Association internationale des maires francophones, l'Association des grandes villes du monde, Métropolis, etc. Et effectivement, on voit qu'il y a cette prise de conscience sur le besoin de changer. Donc, aujourd'hui, vous voyez des photos comme ça, et on les voit même dans nos territoires, et j'ai très peu de place, donc je vais surtout parler à l'international, mais vous voyez à gauche, pour ceux qui connaissent, vous reconnaissez, donc les miroirs d'eau de Nantes, juste en face des châteaux des Andes de Bretagne, où j'ai pris des photos formidables avec des handicapés qui venaient jouer dans l'eau, puisque c'est fait pour ça. Vous voyez ici à droite, pour ceux qui connaissent également, vous reconnaissez les quais dans la ville de Tours où j'ai habité. Et donc ici, vous voyez cette ville que j'aime énormément, qui est la ville de Bristol, à Newquay, que je vous invite à connaître et à regarder de très très près l'exemple de Bristol, parce que Bristol est une ville moyenne dont son centre-ville était complètement désindustrialisé, complètement déshumanisé, complètement désincarné. C'est une ville industrielle portuaire traversée par une rivière qui avait perdu donc énormément donc d'activités économiques. Et malheureusement, avec un taux d'alcoolisme important et des violences intrafamiliales importantes. Et les programmes qui étaient développés à Bristol, qu'il a fait devenir en 2015 capitale verte européenne, il est extraordinaire parce qu'ils ont développé cette triple convergence économique, sociale et écologique basée sur cette notion de proximité. Ils ont créé, donc, y compris une monnaie locale, le Bristol Pound, qui a joué un rôle très vertueux parce qu'il permettait d'insérer économiquement des exclus sociaux, développer des circuits courts et de convertir cette monnaie dans des denrées qui étaient vendues par des commerçants qui avaient donc une majoration de la conversion, de la monétisation de Bristol Pound parce qu'ils étaient dans les circuits courts. Et donc, en plus, ils étaient dans les circuits courts, plus leur monnaie donc leur permettait d'accéder à des facilités, moins d'impôts locaux, etc. Et il a été créé une spirale extrêmement vertueuse qui a classé aujourd'hui Bristol dans le top donc de villes moyennes européennes par leur qualité de vie, avec derrière l'art, la culture, la végétalisation, et le rafraîchissement de la ville, et la réinvention de l'eau à travers de la rivière, des nouveaux modèles de services, etc., qui ont fait qu'elle soit très intéressante à étudier. Et vous reconnaissez ici probablement des villes plus grandes, mais il faut se les souligner quand même, parce que j'ai beaucoup étudié la ville de Montréal. Donc, vous savez qu'au niveau de la ville de Montréal, il y a deux éléments très intéressants. Donc, d'une part, l'agriculture urbaine. Donc, aujourd'hui, il y a 60% de Montréalais qui pratiquent l'agriculture urbaine. Vous avez même aujourd'hui des anciennes usines désinfectées qui étaient complètement pratiquement à l'abandon et qui sont devenus donc des fermes urbaines très importantes avec les rooftops, donc l'UFO pour ceux qui s'intéressent, qui connaissent, qui est aujourd'hui extrêmement intéressant. Et ce n'est pas le fait que la ville puisse être autosuffisante. Donc j'ai salué Philippe Lavreau qui était là tout à l'heure.
Et donc, on a discuté beaucoup avec Philippe dans le cadre de la chaire, et on sait que de toute manière, c'est pas ça les buts d'une agriculture urbaine. Et les buts, c'est créer ces liens sociaux, créer cette identité urbaine, créer cette fierté d'appartenir à un lieu. Et je vous invite à Montréal à regarder également le parcours qu'on appelle de la mémoire historique. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que c'est 23 lieux dans lesquels on utilise le mur, que ce soit donc aux verticaux ou orthogonaux, donc des parkings, et un peu de partout. Et on utilise également les rues et pour raconter une histoire de la ville. Une histoire en images et avec du son sur des petites pastilles de 2 minutes 30 et qui sont projetées dès que la nuit tombe. Et donc, ça a créé un très fort sentiment donc d'identité urbaine avec beaucoup de civisme et beaucoup d'urbanité. Au milieu, bien sûr, vous reconnaissez toute cette identité urbaine qui a été créée dans les pays nordiques et donc le Randstad, donc en néerlandais, et autour du vélo qui est pratiqué de la reine, du Premier ministre jusqu'aux citoyens lambda, pour qui donc rouler en vélo n'est pas une excentricité, c'est tout simplement naturel, parce que la ville a été peu à peu donc aménagée pour qu'elle soit accessible par une mobilité douce qui représente non pas uniquement une baisse des émissions de CO2, mais une autre qualité de vie dont j'en parlerai tout à l'heure. Ici au milieu, j'ai la ville de Medellín que je vous présente donc avec un zoom. C'est une ville passionnante. Ce n'est pas parce que ma mère soit née à Medellín, mais parce que c'était une ville extrêmement violente. C'était une des villes les plus violentes au monde. Elle était sous l'emprise donc du cartel de la drogue. Sur Netflix, on a tous connu. C'est terrible, donc le patron, etc. Et donc ça, c'était Medellín. Et voilà, donc le nombre de morts par semaine était absolument effroyable. La vie valait rien. C'était pour quelques dollars on tuait quelqu'un. Et voilà, donc une ville comme Medellín aujourd'hui. Et je pense que dans quelques mois, on verra des téléphériques à Grenoble, puisque c'est Poma. Mais bien longtemps après, qui donc fait les œufs de ski, et ben la renaissance de Medellín a été liée par une idée de la proximité urbaine, puisqu'il s'agissait de rapprocher les gens des fonctions sociales urbaines essentielles. Et parmi les moyens utilisés, il y a eu donc le métro câble, qui représente une dizaine de lignes avec donc des correspondances. Et vous voyez donc ces lieux-là, ben c'est un petit résumé de pourquoi Medellín est devenue la ville la plus innovante au monde, qui a gagné donc les prix Licoyan il y a 2 ans, les prix Nobel des villes, parce que c'est pas uniquement moyen de transport. C'est-à-dire que chaque correspondance, il y a la proximité des fonctions sociales urbaines. Il y a des collèges, il y a des lycées, il y a du commerce de proximité dans la rue, dans des lieux. Il y a des parcs, il y a des équipements sportifs. Et vous ne les voyez pas, mais il y en a peut-être ici. Il y a des bibliothèques. Et il y a, voilà, ça c'est une bibliothèque qui est une bibliothèque physique, mais surtout numérique et virtuelle, déconstruite, donc qui a des liaisons numériques. Et donc, il y a eu une réflexion très poussée sur ce que pouvait être donc le récit urbain, l'identité urbaine. J'ai pris moi-même cette photo il y a longtemps. Ici, donc le parc qui est là, avant qu'il y ait tout ça, c'était les lieux au monde où il y avait les plus de cadavres ramassés les samedis matins. C'était donc des petits camions qui les ramassaient. Aujourd'hui, il y a plus rien. Parce qu'il y a eu cette renaissance qui a été liée à l'usage de l'espace public, à l'usage des fonctions sociales urbaines qui ont permis de fixer donc les habitants pour leur rendre cette fierté. Et avec les métrocâbles, on a créé une multimodalité qui a mis cette colline, donc des gens pauvres, qui a été transformée à 20 minutes du centre-ville. Donc en fait, on a développé une ville multipolaire. On va développer une ville multicentrique. Vous avez juste un peu plus bas, donc un magnifique terrain de sport. J'avais
Je voulais pas vous alourdir parce que j'ai beaucoup d'exemples différents de beaucoup de villes dans le monde, mais en fait, c'est un lieu d'export magnifique, il y en a partout. Et donc, mais en fait, c'était des dépotoirs, voilà, qui ont été transformés. Et donc, il y a des travaux pour récupérer les CO2 parce qu'il y avait beaucoup de saloperies qui étaient enfouies, etc. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Il faut parler de la convergence économique, écologique et sociale pour se poser la question des centres-villes. Et à ce moment-là, mes chers amis, avec tout le respect que je vous dois à vous tous, on parle d'attractivité des villes, on parle du centre-ville dans quelles qu'elles soient les langues, parce qu'on voit ça partout. Donc, j'ai pris cette photo, elle est en Écosse, mais la même situation, on la voit au Japon, en Espagne, au Portugal. Donc, cette difficulté avec le numérique, de résister à Amazon, de résister à Alibaba. Et donc, nous, on se pose tous la question de l'attractivité des centres-villes. Mais moi, je pense qu'il faut élargir les débats, élargir la réflexion, et on ne peut pas raisonner sur les centres-villes si on ne raisonne pas sur l'ensemble du territoire. Puisque c'est à l'échelle territoriale dont le centre-ville qu'on connaît aujourd'hui est un des piliers, mais pas que le seul. C'est pour ça que de cet échange, en fait, de cette conférence, je voudrais que vous reteniez donc ces 3 mots qui sont le cœur de ma contribution internationale aujourd'hui, prise un peu dans le monde entier, autour de la proximité, autour des quarts d'heure, les chrono-urbanismes, les nouvelles relations entre l'espace et le temps, la chronotopie, un lieu, plusieurs usages, un usage, plusieurs domaines des possibles, et la topophilie, quelles sont la manière de faire aimer les lieux par les gens. Le chrono-urbanisme, c'est aujourd'hui au cœur de nos réflexions. Comment transformer la relation entre l'espace et le temps parce que nous avons volé le temps. On vit dans les villes, quelle que soit leur taille, dont on a perdu la notion du temps utile. Puisque l'espace a divergé au niveau des fonctions sociales. Parce que la fonction sociale d'habiter s'est éloignée physiquement de la fonction sociale de travailler. Et on a dit, c'est pas grave, on va mettre des moyens d'ingénierie pour les relier. Donc, on a les moyens de transport, dans les meilleurs des cas, des transports, le métro, les tramways, les trains express ou le RER, ou dans les pires des cas, la voiture individuelle. Mais en fait, on répond par des solutions d'ingénierie pour relier des choses qui, en fait, on a dissociées et qu'on dissocie de plus en plus. Donc, le chrono-urbanisme, dont les travaux français sont importants depuis des longues années, et aujourd'hui devient au cœur de nos réflexions parce qu'on s'aperçoit que nous avons volé le temps et qu'on n'a pas de temps utile. La chronotopie, donc, c'est le fait qu'on vit dans des villes, même des petites villes, même des moyennes villes, même où on a des centres-villes très attractifs. Donc, on a une segmentation très forte, une très grande verticalité. Donc, on a besoin aujourd'hui de casser cette verticalité, casser cette segmentation. On a spécialisé les espaces. L'école, c'est uniquement pour étudier, les cinémas pour aller voir un film, le théâtre pour une pièce, les restaurants pour manger, la salle de sport pour donc faire de la gym. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de rendre les lieux polyvalents, de rendre les lieux multi-usages. Il s'agit pas tellement de bâtir plus, parce que la France a énormément bâti, on est quand même un pays des bâtisseurs, mais d'utiliser plus et mieux ce qui existe déjà, avant de continuer à bâtir. Et le troisième élément, la topophilie, très peu connue en France, très connue en Amérique latine, l'amour des lieux. C'est ça qui a expliqué la renaissance de Medellín que je vous ai montré tout à l'heure. Les garçons de 12 ans qui avant étaient tueurs à gages à $12, 6 le matin, 6 le soir, une fois qu'il avait tué la personne. Aujourd'hui, l'équivalent de ces garçons sont les guides touristiques de ces lieux-là, où il y a les escaliers électriques, où il y a tous ces lieux qui sont d'une très grande beauté. C'est eux qui sont les guides parce qu'ils sont fiers de leurs lieux. Et quand on arrive à avoir cette nouvelle urbanité, cette fierté, cette identité urbaine, cette appartenance à un lieu, on a gagné la moitié des billets de $50. Et ensuite, l'autre moitié est décomposée entre un usage polyvalent des lieux parce qu'on optimise les bâtis et ensuite, on modifie les fonctions sociales urbaines pour qu'à ce moment-là, donc, on soit capable de diminuer les rapports entre l'espace et le temps. C'est pour ça, chers amis, que quelle qu'elle soit dans la langue dans laquelle on prononce le centre-ville, la langue française est très riche. Et au-delà de la cartographie qui nous montre toujours le lieu touristique, qui ont beaucoup contribué à la déformation de la vision des centres-villes,
parce qu'elle a attiré le touriste, elle a attiré les Airbnb, et elle a attiré la désincarnation, la déshumanisation, et elle a attiré ces gens qui viennent investir pour laisser les logements vides et les louer par la plateforme, etc. Et aujourd'hui, tout ça est en train d'éclater comme une bulle par donc le fameux Covid des 130 nanomètres qui met en question tous ces modèles économiques. Et à ce moment-là, moi qui suis un amoureux de la langue française, l'anagramme de centre-ville, chers amis, soit c'est ce qu'on fait avec des Airbnb quand on déshumanise la ville, quand on construit des centres commerciaux à 20 minutes et dans lesquels donc on bétonise, dans lesquels on vient imperméabiliser les sols et dans lesquels on draine les gens pour avoir une espèce de pseudo-lieu dans lesquels on a des centres commerciaux, mais on a des pizzerias, etc., et qui désincarnent la ville. Donc, on a aujourd'hui ces défis qui est-ce qu'on est sur l'anagramme de centre-ville rendez-vous clientèle ou est-ce qu'on est dans l'anagramme de centre-ville ça réveille? Voilà. Et donc, aujourd'hui, je suis pour réveiller les villes. Je suis pour réveiller les villes, pas uniquement sur un centre-ville. Je suis également pour dire que l'issue de nos villes dans les années à venir et la pandémie du Covid aujourd'hui, l'histoire fait qu'il nous donne raison, c'est que la qualité des villes ne peut venir que quelle qu'elle soit la taille de la ville, grande, petite, moyenne, on développe les polycentrismes, la ville multipolaire, la ville multicentrique, la ville dont les centres est partout et sur lesquels on peut en avoir autant d'ambiance possible, donc de ce que j'appelle des proximités, tout en étant connectés entre elles. Je ne préconise pas les retours au village dans la grande ville. J'ai dit, aujourd'hui, la ville multipolaire offre donc une multitude de possibles et elle nous permet d'augmenter la seule chose qui nous intéresse, la qualité de vie. Et une qualité de vie qui doit être, quoi qu'il arrive, décarbonée, d'où l'importance du vélo, de la marche à pied, de vélo partagé et de toute la manière qu'on peut avoir d'inciter et d'encourager pour que cette multipolarité, pour que ces multicentricités soient importantes. C'est pour ça que la transformation urbaine, au travers de polycentrisme, ne peut exister que si, au-delà d'être un paradigme, ne devient pas tout simplement une recette, parce qu'il n'y a pas de copier possible, mais il faut qu'elle soit profondément intégrée avec la connaissance urbaine, avec les métabolismes de la ville. Qu'est-ce qui fait que la ville soit comme ça? Quelle est son histoire? Quel est donc son attachement? Quels sont ses points forts? Quels sont ses points faibles? Quelles sont ses évolutions? Il faut prendre le pouls urbain et territorial. Et vous voyez donc une ville que j'aime beaucoup, Pontevedra, que je vous invite à visiter, avec un maire qui est là, ça fait 24 ans, il est élu de manière absolument incroyable chaque année. Il y a 24 ans, il a dit, Pontevedra, il n'est pas en guerre contre les voitures. Il dit, j'ai des priorités, les piétons, les vélos, les transports en commun, et les voitures partagées, en fait les taxis, les voitures partagées, et un dernier, les voitures. Et ils doivent être juste là pour ce qui est essentiel. Et en fait, c'est une ville qui gagne des habitants par an, dans lesquels les espaces publics, donc vous le voyez là, sont complètement donc ouverts aux piétons, aux enfants, aux personnes âgées, aux handicapés, dans lesquels l'art et la culture est présente partout. Les écoles sont ouvertes, les enfants ils jouent dans la rue puisqu'il n'y a pas de voiture. Donc il y a une nouvelle armature urbaine qui a été créée, pas uniquement à Pontevedra, mais je vous donne cet exemple que je vous invite donc à connaître. C'est une petite ville, 90 000 habitants, mais qui est tout à fait intéressante et dans lesquelles les commerçants sont très heureux. J'ai visité à plusieurs reprises, j'ai encore été il n'y a pas longtemps, invité par les maires pour une émission justement sur donc le tempocentrisme. Et le commercial me disait, mais à ma question, il me disait, mais messieurs, je n'ai jamais eu une seule voiture s'arrêter m'acheter des livres. C'est les gens qui m'y achètent. Et donc, cette place que vous voyez ici, qui a été fermée, il y en avait donc 60 000 voitures qui venaient par jour. Parce que Pontevedra, il se trouve entre Porto
et Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc les gens arrivent à Porto, ils louent une voiture et ils filent sur Saint-Jacques-de-Compostelle, qui se trouve à 20 minutes de là. Donc il y en avait 70 000 voitures par jour. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais il y a des parkings qui sont souterrains, il y a tout un système extrêmement intelligent qui a été construit dans le temps et qui permet de concilier ceux qui ont besoin d'une voiture, quand la voiture doit faire ses livraisons, quand les gens, les personnes âgées, les personnes malades, etc. Donc ce n'est pas une ville qui est en guerre contre la voiture, c'est une ville qui donne la priorité donc à la qualité de vie humaine et qui a permis de travailler sur cette modélisation de ce qu'on appelle une nouvelle armature urbaine éthériale tempocentrique. Et donc c'est là-dessus où, vous voyez, donc quand on arrive à diffuser des choses comme ça, donc le métro de minute, qui est tout simplement donc un plan de métro avec toutes les distances et les lieux, avec les temps des marches, etc., est un logiciel qui est en train de changer dans la tête des gens, puisqu'on voit sa ville autrement. On voit son centre-ville qui s'efface. Et donc aujourd'hui, j'étais il y a juste avant le confinement avec des maires, et en fait, on va dire que les centres-villes, c'est là où il y a la mairie, mais il n'est pas plus centre-ville qu'un autre lieu, parce que il y a une telle accessibilité que chaque lieu, il développe donc sa propre attractivité et qui fait que donc aujourd'hui, ça devient vraiment cette représentation de comment on peut transformer un territoire quand on reprend la maîtrise du temps. Reprendre la maîtrise du temps, pour la faute, et l'élément central pour construire cette proximité dans cette vision que j'ai évoquée tout à l'heure d'un développement durable qui donc met l'accent sur la convergence écologique, économique et sociale, où on casse les rythmes de vie des toujours plus vite, toujours plus anonyme, toujours plus anxiogène, et qui nous met uniquement dans cette relation distance et habitat-travail pour prendre le temps de vivre et de faire d'autres choses. La pandémie aujourd'hui du Covid a été un élément révélateur. Moi, ça fait 6 ans que je travaille donc sur ce concept de la ville des proximités. J'ai proposé donc il y a plus d'1 an la ville du quart d'heure parce que j'ai trouvé ça impactant. Quand on dit la ville du quart d'heure, mais on s'en fout que ça fasse 12 minutes ou 22,50. Mais il y a cette notion de proximité décarbonée, c'est-à-dire à pied ou en vélo. Et effectivement, ce concept a été repris aujourd'hui partout dans le monde. J'avoue être totalement dépassé. Il est traduit dans toutes les langues. Je sors un ouvrage dans quelques semaines en français, anglais, espagnol et italien et sur les sujets parce que voilà, donc les médias des mondes entiers se sont emparés du concept, mais au-delà des médias, ce sont les maires ou candidats à maire qui ont dit moi je voudrais adapter ça et dans l'endroit où j'habite, que je dirige ou que je souhaite diriger. Et donc, vous voyez, donc vous avez ici une petite vidéo, donc vous n'aurez pas les sons, vous avez les sous-titres en anglais puisque je l'ai fait exprès, dans lesquels je présente donc ces concepts donc de ville du quart d'heure, qui est donc l'humain au bout de la rue. C'est donc mettre le cœur des hommes et des femmes au cœur de la ville. C'est avoir des services locaux, accessibles à chacun. C'est en vélo ou à pied. C'est également la nature. C'est la biodiversité près de chacun de nous. C'est la possibilité de marcher, d'avoir des espaces verts, d'avoir beaucoup moins de trafic, d'avoir également les écoles ouvertes sur les quartiers, d'avoir un voisinage, d'avoir donc des services multiples, de quitter la mobilité subie pour aller vers la mobilité choisie. Mais c'est également dire bonjour à chacun. C'est avec des nouveaux services prendre une économie beaucoup plus dynamique, mais également une ville beaucoup plus paisible. C'est la capacité à vivre donc plus librement puisque on peut aller où on veut, quand on veut, grâce à la multimodalité qu'on met en place. Et je termine en disant finalement, c'est la ville pour tous. Donc, on veut développer ces concepts autour de l'analyse des 6 fonctions sociales. Qu'est-ce que fait un citoyen heureux? Je parle de la ville du quart d'heure pour les zones compactes et nous parlons des territoires de la demi-heure pour les zones moyennement denses ou très peu denses. Mais l'analyse est la même. Donc, il y a 6 fonctions sociales qui rendent
quelqu'un d'heureux quand il les a à proximité et qu'on y arrive à y aller par des voies décarbonées. Habiter, travailler, s'approvisionner, être en forme, donc aux santé physique et mentale, apprendre et s'épanouir. Nous cherchons à rapprocher ces 6 fonctions sociales. Quand j'ai commencé ce travail, il y a longtemps, on m'a dit, c'est une utopie, on ne pourra jamais travailler près de chez soi. La Covid a montré, finalement, que c'était possible. Peut-être pas travailler tout le temps chez soi parce qu'on rend les gens dingues, mais qu'il y avait d'autres manières. Bruno Cavagné, le patron de la Fédération des travaux publics, a fait un livre au mois de novembre qui s'appelle Nos territoires brûlent, à propos de Gilets jaunes. Et il dit dans ce livre-là, il faut rapprocher les lieux du travail par rapport aux lieux d'habitation. Et aujourd'hui, donc, c'est extrêmement important de pouvoir les faire parce que ça augmente la qualité des vies. Et ce qui nous intéresse, c'est quitter cette verticalité de chacune des fonctions. Et ce qui nous intéresse, c'est les intersections. Et ces intersections sont créatives. Ça nous intéresse à ce moment-là de gagner en qualité de vie sur 3 aspects qui sont des indicateurs. Mon bien-être personnel qui va avec mon bien-être, avec moi, ma famille et les gens que j'aime, parce que j'ai plus de temps pour eux, je suis plus proche d'eux. On l'a vu avec la Covid, on était chez soi, on n'avait pas de transport, on avait beaucoup plus de relations familiales, on faisait des choses qu'on ne faisait pas avant, y compris avec ses enfants. La sociabilité, avoir une meilleure sociabilité moi-même avec mes collègues de travail parce que j'essaierai peut-être dans des conditions moins angoissantes et surtout retrouver mon voisinage, connaître mon voisinage. La Covid nous a montré, au travers les balcons et les fenêtres, les questions pour un balcon, les festivals des fenêtres, etc., que ma voisine parle portugais, anglais ou espagnol, que mon voisin est prof de maths, que la personne d'en face, les gamins, ils jouent au foot. On a créé de nouvelles sociabilités qu'on ne connaissait pas par l'anonymat dans lequel on vit. Et le 3e indicateur, la planète durable, la planète inclusive, parce qu'on dépense moins de CO2, parce qu'on fait plus attention à l'autre, parce qu'on prend plus de temps. Et donc, on est en train de comprendre ces nouvelles urbanités. Et c'est pour ça que dans notre travail de chercheurs, on a pris chacune de ces fonctions sociales urbaines, donc travailler, habiter, travailler, s'approvisionner, les bien-être, et apprendre et les loisirs. Et on les a décortiqués, on a fait ce qu'on appelle une ontologie, ça c'est juste un petit extrait des premiers niveaux, et on a détaillé ça. Qu'est-ce que ça veut dire habiter? Qu'est-ce que ça veut dire travailler? Et donc on a détaillé ça de manière assez approfondie. Après on a imaginé quels sont les services, quels sont les usages, et après on est allé chercher toutes les infrastructures existantes pour voir à quoi ça répondait. Est-ce que ça ne répond qu'à une fonction? Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles n'existent pas? Est-ce qu'elles sont complètes? Est-ce qu'elles sont incomplètes? Et on a créé ce qu'on appelle la matrice de la haute qualité de vie sociétale, c'est-à-dire le croisement de ces fonctions sociales avec la proximité, avec mes indicateurs de qualité de vie, et à travers les data, la découverte de mon territoire, on est allé chercher aussi les sentiments des gens, qu'est-ce qu'ils pensent les habitants, quelle est leur sensibilité, ça s'appelle la carte sensible. C'est pas uniquement donc ce qui existe comme service ou que je peux proposer, mais c'est que les gens, comme les gens ils voient leur territoire, et parfois on a des surprises, des lieux qu'on considère très propres, les gens ils se plaignent parce que c'est sale, et des gens qui pourraient râler pour certaines choses, ils trouvent qu'il y a des choses qui vont très bien, je donne 2 extrêmes, mais c'est pour dire l'importance de prendre en compte la subjectivité parfois, qu'il faut traiter comme des indicateurs. Et c'est pour ça qu'on est parti sur imaginer donc une ville polycentrique, maillée, multicentrique, réticulaire, voilà, dans laquelle on peut faire une armature urbaine et territoriale qui implémente plein de quarts d'heure. Il ne s'agit pas de vivre chacun retranché dans son village des quarts d'heure, il s'agit d'avoir donc un vrai polycentrisme fonctionnel, d'avoir un maillage territorial et donc dépasser la notion de centre-ville au profit d'une maille qui permet de comprendre les territoires pour leur donner un maximum de complétude. C'est pour ça qu'on fait un travail de terrain, on a développé toute une méthodologie très complète qui a un libre accès. Vous allez sur le site de l'HR, vous téléchargez en anglais, espagnol ou français nos documents. Parce que on s'est intéressé à développer ce qu'on appelle une lanterne territoriale, une lampe de poche, pour aller chercher tout ce qui existe dans un territoire, à pied, en vélo, les classer, les mettre donc dans l'ontologie, dans cette arborescence, pour visualiser ce qui est complet,
les diagnostics, ce qui est présent, ce qui est absent, ce qui est un peu, ce qui n'est pas du tout, ce qu'il faudra faire par rapport aux hypothèses, les gens qui habitent, leurs caractéristiques socio-professionnelles, la démographie, les projets urbains, les transformations dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, afin de proposer des stratégies de transformation territoriale. Et avant le Covid, l'été dernier, on a considéré que c'était très important pour la ville, la santé et le bien-être. Et donc, on a fait un zoom sur la santé et on s'est intéressé à développer une méthodologie particulière pour faire ce qu'on appelle de la scintigraphie. Et chercher, vous voyez, ici, dans mon territoire, autour de mon modèle de fonction sociale bien-être, je vais aller taguer ce qui m'intéresse découvrir. Hôpitaux, généralistes, pharmacies, labos, etc., etc. Proximité des hôpitaux, proximité des généralistes, îlots. Et autour de ma position, j'essaye de savoir qu'est-ce qui existe, quelles sont ses fréquentations, ses disponibilités dans la journée, à la semaine, au mois, à l'année, quels sont les projets, un hôpital qui disparaît, donc quels sont les services qui vont apparaître ou pas, etc. Ça permet d'avoir une connaissance très approfondie. Ça permet de créer des indicateurs. Ça permet de créer ensuite des roadmaps. Ça permet de créer des feuilles de route pour projeter l'action de la ville. Et donc, c'est autour de ça que des villes comme Milano, dans le cadre de la pandémie, le maire, donc Giuseppe Sala, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis de longues années, et donc il a fait son annonce le 24 avril. Il a pondu un document donc de 26 pages qui s'appelle Milano 2020, stratégie d'adaptation, sortie de la Covid, et il dit il y a 2 axes majeurs pour transformer une ville comme Milan, qui est, donc vous le voyez là, dans les titres, tout à un quart d'heure dans les quartiers, et le vélo pour développer une mobilité à bas CO2 multimodale qui permet de limiter donc les attroupements. C'est le cas de la ville de Melbourne. Donc, je travaille avec les urbanistes de Melbourne qui ont intégré ces concepts, donc des 20-minute neighborhood, qui est donc le voisinage de 20 minutes. Et vous retrouvez les mêmes découpages. Vous voyez, donc le commerce local, la santé, l'apprentissage, les écoles, donc les espaces publics, les espaces publics, les jeux pour les enfants, les parcs, les jardins, etc., les sports, et l'habitat, des rues plus sûres, comment on marche, et la multimodalité, justement parce qu'on ne veut pas être donc dans son ghetto, on veut vivre dans ces villes de multiples voisinages. La ville de Ottawa donc, a implémenté depuis l'année dernière le voisinage de 15 minutes, qui aujourd'hui fait partie du master plan, pour justement lutter contre l'étalement urbain et donc les millions d'habitants pouvoir le contenir avec une ville plus compacte, polyvalente, polycentrique et offrir des services. Des villes comme Copenhague, que j'ai étudié depuis longues années, avec qui on travaille depuis longtemps, capitale verte européenne, donc 2020, pratique depuis longtemps le voisinage de 20 minutes, puisque ce sont donc des villes qui ont été construites toujours dans une approche extrêmement décarbonée, très polyvalente, multiservice. Donc, vous connaissez probablement l'incinérateur de la ville de Copenhague, qui est en fait son plan, son toit est incliné et c'est une piste de ski. On trouve donc dans la ville elle-même, vous connaissez probablement les Super 8, donc les Lincoln, qui a été fait par Björk et médaille d'or de l'architecture en France. Bon, bref, il y a vraiment une mentalité de la ville des 20 minutes depuis longtemps dans les pays nordiques. Et donc, aujourd'hui, il développe le concept qui est les 5 minutes neighborhood, qui est donc un nouveau quartier qui est en cours de construction, donc en Oraven, pour ceux qui connaissent, avec donc 40 000 habitants, 40 000 places pour travailler, etc., etc. Et donc, vous connaissez l'attachement de l'ensemble du Randstad, donc qui va de Rotterdam jusqu'en bas, de Pays-Bas, autour de l'économie circulaire, économie décarbonée, multimodalité, marche et vélo. Et donc, aujourd'hui, ils construisent à Utrecht, les quartiers des Merwede, c'est la même chose avec Groningen, totalement car-free, mais c'est pas le fait que ça soit libre des voitures, c'est surtout le fait que
il y a l'ensemble des servitudes qui sont proposées avec les multimodalités, qui sont donc accessibles à tous et chacun. Comme on est en campagne électorale, je n'ai pas voulu mettre des exemples qu'on a à Paris, à Nantes, à Mulhouse. J'étais à Bordeaux tout à l'heure avec les maires, Nicolas Florian, qui a annoncé les programmes Bordeaux-Ville des quarts d'heure. Donc voilà, je respecte donc la réserve qui va avec. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, et donc c'est un concept qui fait le tour du monde, mais beaucoup d'implémentation. UN Habitat, qui est donc les Nations Unies orientées vers l'habitat, ont adopté dans l'agenda 2030 maintenant officiellement la ville des quarts d'heure comme feuille de route urbaine et les territoires de la demi-heure territoriale. La pandémie des Covid offre une vision donc de la ville des quarts d'heure dans laquelle les multipolarités permettent d'éviter la massification des transports donc en commun, le retour à la voiture et développer des nouveaux modèles économiques et des nouveaux modèles de services. Donc aujourd'hui, je dirais, la Covid-19 et la ville des quarts d'heure sont une opportunité pour accélérer les changements de nos modes de vie que nous savons aujourd'hui que nous allons vivre avec la Covid un temps qu'on ne connaît pas avant le vaccin, mais peut-être qu'on trouvera un vaccin dans un an, peut-être pas. Le sida, ça fait 27 ans qu'on cherche un vaccin, on n'a toujours pas trouvé. Nous sommes aujourd'hui en France, on va dire, plutôt en situation d'émergence, des retours à la normale. Mais si vous étiez en Amérique latine, aujourd'hui, c'est terrible. J'aurais dû être au Mexique depuis hier. Eh ben, on ne peut pas retourner probablement jusqu'à la fin de l'année, puisque c'est un proie à vraiment un impact extrêmement violent. Toute l'Amérique latine et donc l'Amérique du Nord également. Et depuis donc une semaine, malheureusement, 2 grands pays d'Afrique. Excusez-moi, on vous entend vraiment. Il faut vous arrêter. Mais oui, mais il continue de parler, mais. Vous nous entendez, Monsieur Moreno? Oui, vous nous entendez? Super, merci. J'entends pas. Ouais, mais c'est parce que vous avez mis, vous avez arrêté le micro de. Est-ce que les autres personnes nous entendent? Par exemple, Daniel, vous pouvez nous faire un signe? Vous nous entendez bien? Très bien. Oui. Oui. Ok, super. Bon, je pense que vraiment, là, on doit s'arrêter parce qu'en fait, on a au niveau de l'opérateur, on n'a pas toutes les possibilités, on peut pas être aussi long. Peut-être une réaction de Jean-Loup Metton qui est présent et Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, Jean-Loup. Oui. Simplement, cette notion de ville du quart d'heure, je la trouve très intéressante. Pour moi, c'était plutôt la ville des 10 minutes parce qu'un piéton accepte de faire 700 mètres à pied et on fait 700 mètres en 10 minutes. Et donc, nous avons travaillé sur Montrouge sur cette notion de 10 minutes, proximité des transports en commun en particulier, dans un rayon de 10 minutes, accessibilité des différents centres-villes, mais du centre-ville principal sur la base de 10 minutes à pied. Alors, on a raisonné qu'avec la notion de piétonisation. merci beaucoup. Alors, peut-être que Monsieur Moreno nous entend quand même, parce que pour le Oui, je vous entends maintenant. merci. C'est bon. Ah, super. On était en contact avec vous et c'était un peu, on n'arrivait pas du tout à vous joindre. oui, parce qu'en fait, vous aviez coupé le son de votre ordinateur quand vous avez diffusé le petit film. En 2 mots, peut-être que Philippe Labro a des choses à dire aussi, mais très rapidement parce que le temps nous est compté. C'est vrai que là, vous nous avez parlé de grosses villes, mais je pense que
vos propos peuvent également se joindre à des petites villes où on voit que il y a quelque chose d'hyper important. C'est vrai que vous avez parlé de l'histoire, de nos racines, de cette vie urbaine, et pour finir, pour donner quand même une lueur d'espoir, tout est possible. On a vu des villes vraiment qui avaient des problèmes et sanitaires et des problèmes même il y a de trucs qui se sont transformés, et donc nos villes peuvent également se transformer, et on l'a vu par exemple avec le maire d'Issoire, grâce à une volonté politique forte, on arrive à faire plein de choses. Peut-être Philippe, tu as des choses à dire. Alors Philippe Labro. Moi, je ne sais pas si on m'entend là, oui. 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 Je salue Carlos, ça me fait plaisir de te retrouver. Bonjour Philippe. On partage pas mal de choses ensemble par rapport à ces valeurs en fait. Et nous qui travaillons dans les petites villes, la proximité fait la réussite du projet, la proximité, la volonté politique en fait, et la réflexion fait la qualité du projet. Donc chaque ville doit se repenser par rapport à ses propres origines et essayer de ne pas calquer des modèles. Il y a une histoire des lieux, il y a une mémoire des lieux, il y a une adhésion des citoyens à leurs lieux. Et tout à l'heure, je disais, en fait, même des gens acceptent à investir dans les lieux, c'est-à-dire faire du crowdfunding, acceptent une participation financière pour un projet partagé. Donc, c'est un projet de cité, c'est un projet de territoire, et il n'y a que les collectivités locales qui ont cette proximité, et je pense que c'est avec elles qu'on réussira la transition écologique, c'est sûr. Merci beaucoup. Jean, tu as un petit truc à dire également avant que notre présidente clôture. Ouais. Non, simplement, je me suis bien retrouvé dans les propos passionnants de Monsieur Moreno. Moi-même, j'avais évoqué tout à l'heure la question des petites villes, et en se disant, j'ai parlé d'Annecy et j'ai parlé de la nécessité de faire des villes multipolaires, de rapprocher les services, les centres de services des habitants, et puis de se déplacer autrement qu'en voiture individuelle dans la ville. N'en déplaise à nos intervenants d'Indigo tout à l'heure, je pense qu'il faut réussir vraiment à sortir au maximum la voiture des centres urbains. Voilà, mais non, j'ai rien d'autre à ajouter, c'était tout à fait. La voiture veut aussi dire qu'il faut construire des parkings, parce que malheureusement, et heureux, du moins, voilà, c'est comme ça aujourd'hui, on a les habitants qui habitent notamment en province, et ils ont l'obligation d'avoir une voiture. Alors peut-être Monsieur Moreno. Oui. Alors, juste pour rajouter, Monsieur Moreno, on a bien suivi votre conférence jusqu'au bout. C'était vraiment passionnant. C'est juste en fait votre son à vous, enfin vous qui ne nous entendiez pas, mais nous on a bien tout suivi. Ah d'accord. Ah ok, voilà. Parce qu'effectivement j'ai eu ma secrétaire, mon assistante qui était paniquée, donc voilà, mais que je voulais pas déconnecter. On n'arrivait pas à vous poser des questions, voilà. Je comprends. Bah, écoutez, je salue les amis qui sont là, merci beaucoup. Et donc, j'ai eu peur qu'en fait, vous n'aurez pas eu que la moitié de l'exposé que j'avais préparé. J'avais voulu faire un peu un survol mondial entre des petites villes comme Pontevedra, qui est vraiment tout petit, 80 000 habitants, jusqu'à une grande ville comme Milano, qui est vraiment la capitale économique de l'Italie, pour montrer que cette notion de proximité ne dépend pas de la taille de la ville. C'est vraiment une volonté politique de développer une nouvelle urbanité basée sur l'accessibilité aux services de proximité. Et que ça, c'est aujourd'hui l'enjeu très important. Et Philippe Labro, donc EDF, nous a beaucoup aidé dans les travaux de la chaire, parce que donc on s'est connus à ce moment-là. Et nous souhaitons, en tant que scientifiques, de continuer à apporter cette approche donc sur ce qu'on appelle le tempocentrisme, donc qui nous permet de quitter la notion technocentrique, où ce n'est plus la ville intelligente, mais c'est plus la ville malléable, la ville qu'on peut organiser et qui change en fonction du temps. La ville de jour, la ville de nuit, les ressources d'une ville de nuit ne sont pas utilisées, comme on n'utilise pas de la même manière par rapport à la ville de jour. Et donc, on est à vos dispositions. Donc, j'ai vu la question, j'ai mis le website dans lequel on peut nous contacter. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, on peut être très à la pointe dans cette démarche-là.
parce que on en a besoin de transformer le modèle aujourd'hui, notamment des centres-villes, pour quitter mon centre-ville pour mes centres-villes, et que donc on fasse évoluer cette approche-là, où j'aurai autant de centres-villes disponibles que des polarités je peux retrouver dans un territoire, et ça va donner donc une attractivité d'une autre nature. Merci beaucoup, c'est passionnant tout ça, comme quoi la ville c'est une véritable passion et le centre-ville aussi. Madame la Présidente, peut-être un petit mot pour clôturer Très le 15e Moreno, national. Monsieur Moreno, vraiment un grand merci parce que rarement on a entendu pareil discours aussi passionnant et aussi intelligent, disons, vraiment. Et là, on aimerait bien justement faire connaître un peu vos travaux, un peu à travers nos sites, enfin les moments où on s'exprime, parce que je pense qu'on a beaucoup à faire encore dans nos villes pour revenir à ces dimensions plus humaines et plus sociales. Donc, on vous remercie beaucoup. Et donc, je tenais aussi à remercier, parce qu'on l'a pas fait tout à l'heure, toute l'équipe de Centre-Ville en Mouvement pour la prouesse qu'elle a pu faire, parce que c'est vraiment une prouesse que d'avoir pu mener ces assises dans un contexte aussi compliqué, avec tous les problèmes techniques que ça a pu provoquer, enfin tout ce que ça a pu. J'espère toutefois que tout le monde aura accès à tout ce qui a été dit aujourd'hui, que ça pourra être diffusé pour ceux qui n'ont pas pu tout suivre, parce que ça doit être un petit peu compliqué. Mais surtout, on n'oubliera pas ces assises, parce qu'elles ont été vraiment extrêmement riches à tout point de vue. Tous les participants ont vraiment été d'un enthousiasme et vraiment montré des choses de qualité qu'ils avaient pu faire. Donc on espère bien l'année prochaine pouvoir donc faire nos assises à Strasbourg, dans l'hémicycle du Parlement européen comme ça avait été prévu pour cette année. Ça sera plus glorieux et on espère aussi qu'on aura les mêmes qualités de présentation et vous serez tous conviés évidemment à y participer. Donc en attendant, on vous dit à bientôt sur nos observatoires, puisque nous allons recommencer nos observatoires dès que le déconfinement sera complet. Donc, dans ces observatoires de la diversité de la ville hein, que nous avons dans Centre-Ville en Mouvement, on reprendra toutes ces thématiques justement pour voir comment on peut accompagner nos élus, nos acteurs locaux à faire une ville plus viable, plus écologique, etc. Une ville de rêve, comme nous a fait miroiter Monsieur Moreno. Et donc, on vous souhaite à tous donc une excellente fin de séjour, là, de parcours. Et on vous dit donc à très bientôt et on vous tiendra au courant pour nos manifestations diverses. Et on ne manquera pas peut-être de vous faire intervenir de temps en temps sur des sujets bien particuliers, parce que ça, vous êtes vraiment précieux. Donc, je vous dis à bientôt et surtout aux prochaines assises. Alors, Pierre. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous tous d'avoir été présents. Comme l'a dit Daniel Paty, notre présidente, merci à toute l'équipe. Merci pour la mobilisation, parce que je peux vous assurer que c'était pas évident en télétravail entre les 40 auditions qu'on a fait, le rapport qu'on a fait aux ministres, les ministres qui nous ont remerciés, qui nous ont posé des questions, quoi. Voilà. Et je pense que il y a vraiment Centre-Ville en Mouvement a pris de la hauteur. Et merci aussi à nos partenaires qui ont toujours été présents pendant cette période tellement difficile. Ils sont présents toute l'année avec nous, mais là, ils ont été encore plus présents. Ils nous téléphonaient, ils demandaient des nouvelles, voilà, pour que les choses avancent bien. Et merci à eux. Et puis, vraiment, je suis très heureux et un peu ému de terminer ces 15e assises nationales, parce que tout le monde a bien bossé. Tant mieux, c'est formidable, c'est génial. Merci à vous tous et merci à tous les intervenants. Et un petit film pour terminer ces assises. Et voilà, the end, comme on dit. En tout cas, on est super heureux d'avoir passé ces 15e assises
inédite et virtuelle et pourtant bien ancrée dans la réalité avec vous. Je vous avais dit que toute l'équipe de Centre-Ville en mouvement y avait mis tout son cœur. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à. Oui, je sais, c'est un petit peu facile à dire pour moi derrière un écran. C'est pas moi qui ai les mains dans le cambouis, mais en tout cas, sachez qu'on est là, on est avec vous, on vous soutient. Il ne faut pas hésiter à persévérer, à se réinventer, à tenter, parce que j'aime pas faire du plagiat, mais j'ai envie quand même de vous citer la phrase d'un grand philosophe que tout le monde connaît. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Bah ouais. Donc nous, on vous souhaite bonne chance et on vous dit à très bientôt. Oui, bien sûr. Merci à tous pour votre participation et vous avez tous apporté chacun à votre manière une pierre à l'édifice de ces 15e assises. Donc c'est avec, comme disait Pierre, un peu d'émotion et en même temps beaucoup de plaisir qu'on vous dit au revoir et qu'on clôture ces assises. Et juste pour terminer, on n'est pas arrivé à 2000 visites voilà, pour des tables rondes pour ces 5 jours. On est à 1900 et quelques, donc c'est très bien. Ça veut dire que aujourd'hui, on est très fiers de vous tous parce que vous avez passionné le public, les gens qui étaient connectés. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.